Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Pascal Derry veut solliciter un autre mandat pour la circonscription de Repentigny en 2026. Soutien à domicile, 8 semaines pour transférer 413 personnes vulnérables. Entrevue avec la coopérative d'aide à domicile d'Imavi. Et Terrebonne aura son quartier universitaire affilié à l'UQTR. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Pascal Derry, député de Repentigny et ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, a confirmé vouloir solliciter un autre mandat aux prochaines élections, de 2026, dans un contexte politique chamboulé depuis la démission de François Legault. On fait le point sur ses priorités pour la circonscription, sur la suite des choses pour Lanaudière et sur la course à la chefferie de la CAQ qui a lieu présentement. Voici l'entrevue réalisée par ma collègue Naila Hood. Écoutez, je pense que pour moi, de rester dans Repentigny, d'abord, c'est un privilège d'être là depuis 2022, puis c'est tout nouveau pour moi, là, la politique. Ça fait pas longtemps, donc j'aimerais vraiment être capable d'avoir un deuxième mandat dans mon cas, puis de continuer, évidemment, avec la Coalition Avenir Québec. Donc pour moi, là, je suis sur les rangs de départ. Il n'y a jamais eu d'hésitation. Ça fait plusieurs mois que je dis que j'allais me représenter. J'ai le privilège de travailler ici dans ce comté. Les gens me le rendent bien. On travaille très fort avec l'équipe ici dans le comté. On est sur le terrain souvent. Il y a encore beaucoup de défis. Puis moi, j'aime relever des défis. J'aime travailler aussi dans l'adversité. Je pense que le contexte s'y prête en ce moment. Donc pour moi, c'est sûr que je vais être là en octobre 2026. Sur ce en quoi on travaille actuellement, c'est évidemment de développer l'offre universitaire ici dans Lanaudière. C'est un engagement qu'on avait en 2022. C'est un engagement qu'on tient. On poursuit dans cette même veine. On a réussi à déployer des formations, que ce soit des formations collégiales ou universitaires, dans le Nord, autant au Nord que dans le Sud. Je m'occupe évidemment d'emploi maintenant. Donc, pour moi, c'est très important de soutenir et d'accompagner les entreprises ici dans Lanaudière, surtout les PME, qui ont des enjeux à cause des tarifs qui ont été imposés par le président américain. Donc, pour moi, il faut vraiment continuer de soutenir et d'accompagner les PME. Puis j'ai d'ailleurs annoncé un programme il n'y a pas longtemps pour augmenter la productivité aussi des PME pour non seulement former davantage de travailleurs, mais aussi requalifier certains travailleurs qui perdent leur emploi là, au cours des derniers mois en raison justement du contexte économique actuel. Bien, écoutez, moi, je suis comme un poisson dans l'eau à Repentigny. Je suis très, très privilégiée d'être ici. C'est un comté absolument incroyable. Les gens sont vraiment très solidaires. Quand on a des enjeux, que ce soit en santé, en éducation, les gens sont très mobilisés partout à travers la Lanaudière. C'est une région qui est vraiment tissée serrée. Les communautés travaillent bien ensemble. Les différents acteurs travaillent très bien ensemble. Puis honnêtement, on faisait un rassemblement il y a quelques jours à peine, puis justement, on a été capable de réunir tous les acteurs. Donc, réunir autant les organismes communautaires que les gens d'affaires, que nos gens à nous, nos citoyens qui nous appuient à la CAQ, nos militants, nos donateurs, nos bénévoles. Fait que je pense qu'on est capable de faire quelque chose de bien. Même les élus municipaux, notre collègue au fédéral, on a vraiment une belle collaboration entre les différents paliers de gouvernement puis entre les différents acteurs de la communauté aussi. Bien, écoutez, là, on est dans une course à la chefferie. Donc, M. Legault demeure premier ministre jusqu'au 12 avril, le jour où on va élire le ou la chef de la Coalition Avenir Québec. Puis ce chef ou cette chef-là qui va être élu éventuellement devient automatiquement premier ministre jusqu'en octobre 2026. Donc, je pense que c'est un choix important que nos militants doivent faire parce que ce sont les militants qui vont se prononcer justement sur cette course à la chefferie. Mais honnêtement, on parle de nous en ce moment, on parle de nous, on a un débat d'idées. C'est sain d'avoir cette course-là à la chefferie. On n'en a jamais eu du côté de la Coalition Avenir Québec. C'est la première course. C'est quand même très stimulant, très motivant. Puis il y a un engouement, il y a un élan. Moi, j'appuie Christine Fréchette ici. Donc, je sens qu'il y a cet engouement sur le terrain. Je sens que les gens sont prêts pour quelqu'un qui sera capable de gouverner avec sang-froid, qui sera capable de rassurer les gens aussi
Dans le contexte actuel, je pense que ça prend ça. C'est un contexte qui est quand même très difficile. Il va l'être pour les prochaines années aussi. Il ne faut pas s'imaginer que ça va changer du côté de nos voisins du Sud. Alors, je pense que ça prend quelqu'un qui sera capable de gouverner avec une certaine stabilité puis un certain sang-froid pour affronter ces tempêtes-là puis ces défis auxquels on fait face actuellement. Bien, écoutez, je suis consciente qu'il y a des citoyens qu'on a déçus. M. Legault aussi, il l'était aussi. C'est la raison pour laquelle il s'est retiré aussi. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a une certaine insatisfaction auprès des Québécois puis auprès des citoyens aussi de Repentigny. Mais petit à petit, j'essaie de regagner leur confiance. Je pense qu'on est le meilleur parti actuellement qui peut gouverner. On est cette troisième voie. Puis cette troisième voie, en ce moment, elle est plus pertinente que jamais. On ne veut pas de référendum, c'est clair. Puis on ne veut pas non plus d'un Parti libéral du Québec qui n'est pas capable de se brancher, qui est toujours un peu en train de gouverner à gauche puis à droite. Honnêtement, je pense qu'on a cette troisième voie est pertinente. C'est à nous, encore une fois, à montrer la pertinence de la troisième voie. Mais une chose est sûre, avec le contexte actuel, on ne peut pas se permettre d'avoir un référendum. Le jour 1 d'une élection du PQ commence l'incertitude. Il y en a déjà de l'incertitude. On viendrait rajouter une couche pas mal plus importante d'incertitude. Je pense que les gens ne sont pas là. Alors, on est une option, évidemment, qui est de plus en plus... on montre de plus en plus qu'on est capable de gouverner. On a été là pendant des années. Il y a certaines choses qui ont moins bien marché, mais j'ai confiance qu'on est capable de rebâtir cette confiance auprès de l'électorat. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le CIS de Lanaudière confirme que les services de soutien à domicile actuellement offerts à 413 usagers vulnérables prendront fin dans 8 semaines à la suite de la perte d'un appel d'offres. Une décision administrative qui suscite de vives inquiétudes quant aux impacts humains et cliniques pour cette clientèle en grande perte d'autonomie. Pour en discuter davantage, je reçois Mathieu Brière, directeur général de la coopérative de solidarité en aide à domicile d'Imavie. Bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir encore. Ça fait plaisir. Donc, on s'était parlé là, il y a quelques jours en fait. C'est une situation qui a évolué. Parlez-moi un petit peu là, de où on en est présentement. Oui, effectivement. En fait, on a eu la chance justement de venir ici il y a 2 semaines. On a fait quelques sorties médiatiques aussi là, pour faire connaître le dossier. Tout ça s'est rendu aux oreilles du PDG du CIS de Lanaudière. Donc, on était très contents. Ça nous a permis d'avoir une rencontre avec le président-directeur général de l'établissement de santé. Dans la rencontre, on a mis sur la table toutes les inquiétudes qu'on n'arrête pas de soulever là, à gauche et à droite. Donc, les enjeux des bris de service, la pérennité, le bris des liens, tous les enjeux de santé et sécurité pour nos usagers. Avant la rencontre, l'établissement de santé nous avait parlé d'un délai de transition de 8 semaines. Quand on s'est présenté, on a expliqué pourquoi tout ça était ridicule. On nous a, somme toute, reconnus dans la rencontre, là, comme quoi il y avait des enjeux, qu'on était inquiets, que l'établissement ne voulait pas là, mettre à risque la santé et la sécurité des usagers. Donc, on est sorti de cette rencontre-là en se disant, bien, écoutez, il y a de l'espoir, il y a une oreille de l'autre côté. Peut-être qu'on va être capable de renverser une décision ou du moins de l'altérer là, pour le bien des usagers. Et on est tombé en bas de notre chaise. Moins de 24 heures plus tard, on avait une seconde rencontre avec l'établissement de santé qui nous confirmait que le délai de transfert serait bel et bien de 8 semaines. Et puis, dans cette situation-là, de ce qu'on comprend, c'est les usagers qui vont payer pour ces décisions. Certainement. Comme on l'avait déjà mentionné par le passé, on a une forte inquiétude sur la capacité des agences qui ont remporté ces appels d'offres-là à donner les services. Puis là, je ne vous parle même pas de la qualité des services qui seraient offerts, parce que bien évidemment, qu'avec les salaires qui sont offerts, ils n'arriveront pas à recruter de la main-d'œuvre aussi qualifiée que ce que nous, on est capable de le faire de notre côté. L'enjeu principal présentement, outre ça, c'est vraiment, on pense qu'ils n'ont même pas la main-d'œuvre aujourd'hui. Et on le voit déjà. On a des confirmations là, que les agences contactent nos clients pour tenter d'entrer en contact avec notre personnel pour voir s'ils seraient en mesure de le recruter.
Bien évidemment que ce serait des conditions d'emploi qui sont bien moins intéressantes que ce qu'on a à offrir actuellement. Nos conditions à nous ont été modulées avec des demandes qui venaient du ministère de la Santé dans les dernières années. Donc, le ministère nous a demandé de bonifier les conditions de travail pour valoriser le métier d'aide à domicile. Et aujourd'hui, de par la décision de cet appel d'offres-là, il souhaite que les employés qui ont accès à des bonnes conditions chez nous doivent prendre un pas de recul d'une dizaine d'années pour retourner vers des agences de placement là, afin de sauver un peu de sous au niveau du CIS de la Naudière. Et puis, M. Brière, comment vous percevez la suite des choses? Selon votre ton, c'est pas de bonne augure. Là, ça sent pas bon. On se le cachera pas. De notre côté, on a des obligations comme employeur. Fait que déjà, on se doit d'annoncer des mises à pied. La semaine passée, on a été obligé d'annoncer à notre personnel que d'ici quelques semaines, il n'y aurait probablement plus d'emploi. On critique fortement la décision du CIS de la Naudière, justement parce qu'il y a des discussions actuellement plus haut que le CIS. Donc, Santé Québec et le ministère de la Santé regardent cette situation-là. On nous confirme qu'ils sont inquiets, qu'ils sont à l'étude du dossier et malgré tout, il semble avoir un empressement du CIS de la Naudière pour aller de l'avant. Et c'est cet empressement-là qui nous force à faire des mises à pied actuellement. Donc, il existe un scénario probable où le CIS de la Naudière doit revenir sur sa position suite à des recommandations du ministère de la Santé ou de Santé Québec. Et à ce moment-là, on aura déjà commencé à perdre la main-d'œuvre de notre côté parce que on ne se le cachera pas, même si nos conditions de travail sont bien plus intéressantes que celles des agences, nos employés ont tout de même besoin d'un revenu, d'être en mesure de s'assurer de mettre de l'épicerie et de la nourriture sur la table. Donc déjà, on commence à sentir une inquiétude. Il y a quelques personnes qui commencent à quitter le bateau. Et tout ça se fait à une vitesse, vous en parlez, très rapide. Mais il y a aussi l'expérience de vos employés qui est bénéfique dans tout ça et peut-être que les autres agences, de ce que je comprends, n'ont pas l'expérience. C'est un peu ça aussi qui va nuire aux usagers. Bien, c'est sûr que les agences, on n'a pas fait de recherche trop détaillée sur eux autres, même si on les connaît quand même bien. Il y a énormément de ces agences-là qui rebondissent suite aux lois qui les empêchent de travailler dans les milieux hospitaliers. Donc, ce n'est pas des gens qui font ça depuis 20 ans. L'agence qui a remporté l'appel d'offres n'existe même pas depuis cette durée-là, donc on est bien conscient. Et non, on ne croit pas qu'ils ont de l'expertise, ne serait-ce que par le tarif qu'ils ont déposé. Ça démontre clairement un manque de compréhension des engagements qu'ils ont vis-à-vis le CIS de la Naudière. Ils n'arriveront jamais à être rentables dans la structure qui est déposée. Là. Il nous reste une vingtaine de secondes, mais qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite des choses dans un avenir très rapproché? Du temps. On souhaite que le CIS de la Naudière prenne un pas de recul, écoute les décisions qui vont être prises par Santé Québec puis le ministère de la Santé et qui nous permettent une plus longue période de transition avec les usagers pour les protéger. Merci beaucoup, M. Briard, d'avoir été de passage aujourd'hui en studio, puis on continue de surveiller la situation. Merci. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Le CFP des Riverains situé à Repentigny offre maintenant l'AEP en soins de barbe et techniques de coupe. Et pour cette première cohorte, les élèves ont eu droit à un cours conférence du barbier Richer-Magne, originaire de Repentigny. TVRM a pu y assister. Voici le reportage. L'événement auquel on va assister ce soir, c'est ce qu'on appelle en français une classe maître, un masterclass. Et on a invité une sommité de Repentigny qui va venir donner une démonstration à nos élèves ici dans le programme Soins de barbe et techniques de coupe. Donc, c'est une classe où ils vont apprendre, mais on a fait de cet événement-là quelque chose d'un peu plus glamour, je dirais, parce que ce genre d'événement-là, les professionnels en coiffure et en soins de barbe doivent parcourir un peu le Québec et peut-être même la planète là, pour aller assister à des colloques puis avoir des présentations comme nos élèves vont avoir ici ce soir.
Le programme, c'est notre première cohorte, le premier groupe qui a débuté en janvier. C'est une durée de 6 mois et c'est de soir. C'est ça aussi la particularité. On voulait aller chercher une clientèle qui travaillait déjà. En fait, c'est le soin de barbe et technique de coupe, la formation. Et puis, à travers ça, nous, on avait déjà le salon de coiffure ici comme formation. Donc, on avait les installations qui étaient disponibles de soir pour l'offrir et tout le monde était invité à s'inscrire. On lançait des idées, une tempête d'idées. Et à un moment donné, quelqu'un nous a dit, bien, on va faire différent. On va inviter une sommité pour venir donner ce genre de classe-là. Question de motiver aussi les élèves. C'est intéressant pour eux, ce qu'ils vont vivre ce soir. Et un peu comme le dit l'humoriste, on s'est dit, bien, on le fait. Alors, on a lancé l'idée, on a parti le projet, on a trouvé le Richer Magne, qui est quelqu'un de Repentigny, qui est un coiffeur qui est couru. C'est un petit peu comme ça que c'est parti lors d'une tempête d'idées, lors d'une rencontre de gestion. Ces coins sont très forts. Je peux pas faire quelque chose. Oui, je suis né à Repentigny, mais j'ai grandi une bonne partie de ma vie à l'est de Montréal, d'une famille défavorisée. Donc, on n'avait pas vraiment d'options. Mes parents travaillaient beaucoup, j'avais pas vraiment de parents à la maison, donc j'ai grandi avec des amis qui venaient de mauvais milieux un peu, puis j'avais le choix d'être avec eux ou trouver quelque chose qui va pouvoir m'aider à aider pour ma famille, dans le fond. Donc, j'ai découvert la coiffure, puis je me suis donné là-dedans à 100%. J'ai appris toute seule, mais au courant des années, j'ai dû payer des formations ici et là. Ça m'a coûté des milliers et des milliers de dollars, puis je suis ici pour redonner à la communauté, pour pas qu'ils fassent les mêmes chemins que moi j'ai eu besoin de faire. Ouais, je vais me présenter, évidemment, je vais leur parler d'où je viens, qu'est-ce que j'ai dû vivre, puis où est-ce que j'ai été capable d'apporter ma carrière. Puis évidemment, je vais leur montrer aussi des nouvelles techniques, les techniques plus modernes, une coupe de cheveux plus moderne qu'on fait aujourd'hui. Puis, c'est pas juste du clippeux qu'on fait maintenant. Maintenant, l'industrie a beaucoup changé. Les gens gardent leurs cheveux beaucoup plus longs, ils gardent leur barbe plus longue, donc on essaie de combiner la coiffure et le barbier. Moi, la façon dont je le vois maintenant, la coiffure et le monde du barbier, c'est un. On mélange les deux ensemble. C'est plus juste un ou l'autre. On met les deux ensemble pour élever puis aller chercher le plus de clients possible. Je souhaite inspirer les gens, puis que les gens prennent le métier plus au sérieux. Que c'est pas juste une simple coupe de cheveux, c'est qu'ils peuvent aller le plus loin qu'ils peuvent, puis accomplir leurs rêves. Les cheveux m'ont permis de couper des cheveux à des célébrités, à enseigner à des barbiers de célébrités, à voyager dans le monde, la vie de rêve que les gens ont tout le temps voulu avoir. Puis ça, je le dois vraiment à ma carrière de barbier. Donc, si je peux inspirer d'autres gens à faire la même affaire, ça serait merveilleux. Oui, première cohorte. Les gens sont super. On est toute une petite famille, puis les professeurs, pour de vrai, ont absolument rien à dire. On apprend vraiment la base à aller jusqu'à la coupe, puis la technique de coupe pour la barbe aussi. Une belle opportunité de rencontrer des gens, rencontrer du monde de carrière, en fait, aussi, avec qui on peut demander des conseils, puis nous référer, faire des connaissances aussi avec ceux qui ont des commerces de barbier. Je cherchais à aller dans le domaine du barbering. Puis ça, c'est un cours qui s'offre quand même proche de chez moi. C'est à une dizaine de minutes de route. Donc, ça, il y a la proximité. Puis aussi le fait que c'est public. On s'entend que les formations plus privées, ça peut être dans des sommes de 4 000 à 5 000 Ici, c'est 435 $. Fait que niveau budget aussi, c'est vraiment très raisonnable. Se faire des nouvelles connexions, etc. Puis aussi, on va avoir la chance d'avoir une démonstration là, en direct d'une coupe, surtout un style précis. Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais ça qu'on nous a dit. Fait que c'est une démonstration, puis aussi de faire des rencontres là, ce soir. Et bien, en fait, tout le monde dans la classe avait hâte à l'événement de ce soir. Là. Depuis le début qu'on a commencé la première journée, on parlait de cette soirée-là. Fait qu'on a mis ça de l'avant, que ça va être un bel événement. Moi, j'étais infirmière, je m'en vais à la retraite. Donc, c'est pour perfectionner des choses, parce que je coupais un peu déjà les cheveux à la maison, sans technique particulière, mais quand même, j'aimais ça. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, on va perfectionner des techniques. Bien, moi, j'avais déjà voulu le faire, mais Montréal, Rive-Sud, ça m'intéressait pas du tout. Fait que là, c'est à côté de la maison. Fait que c'est un bon choix. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'on va se dire, OK, ouais, j'embarque là-dedans. Ou... je pense que ça va être une confirmation. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a?
la socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, Ouais. c'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Terrebonne franchit une nouvelle étape de la création du quartier universitaire de l'UQTR, un projet qui vise à rapprocher l'université des jeunes de Lanaudière. La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, a confirmé un appui financier de 3,5 millions accordé afin de préparer les plans et devis du futur édifice. Naila, tu étais à la conférence de presse vendredi le 20 février dernier. Concrètement, où en est le projet? Bien là, il passe vraiment à l'étape de se préparer à construire. L'annonce vient donc soutenir l'UQTR à l'élaboration des plans et devis. Oui. Puis, une étape qui est vraiment essentielle au début du chantier. L'objectif, c'est de créer un pôle universitaire à Terrebonne pour faciliter l'accès dans la région, puis aux accès d'études supérieures pour les jeunes et aussi de répondre aux besoins de main-d'œuvre ici dans Lanaudière. Donc, j'ai parlé avec Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur. Elle m'expliquait le processus menant à l'ouverture qui est visé en 2030, ainsi que son accessibilité. Et aussi Christian Blanchette, le recteur de l'UQTR, qui a expliqué comment l'université pourrait évoluer au cours des prochaines années. On peut aller les écouter. Terrebonne, c'est pas tellement loin de Montréal, mais pour les jeunes, ça peut faire une différence. Alors, s'ils peuvent mettre le pied dans une université à proximité de leur résidence, bien, il y a des chances qu'ils finissent. C'est bon pour leur estime d'eux-mêmes et ça les amène à étudier. On l'a vu avec la création du réseau de l'Université du Québec à travers le Québec, que de plus en plus de jeunes sont allés étudier au cégep ou à l'université parce que l'école était proche de chez eux. C'est un processus pour y arriver. Puis moi, j'encourage beaucoup les universités à ouvrir des campus. Alors, l'Université du Québec à Trois-Rivières avait ce projet de campus à Terrebonne. Alors là, il y a différentes étapes. Ils ont commencé par dire, bien, on veut faire un campus. On a commencé à travailler sur la faisabilité. Et là, maintenant, c'est le temps de faire les plans et devis. Alors, c'est un montant de 3,5 millions, 3,5 millions, qui va permettre de dessiner ce quartier universitaire, de le préparer pour entreprendre la construction. Et l'objectif, c'est que les premiers étudiants fouillent le sol de ce nouveau quartier-là, ce nouveau quartier universitaire en 2030. On envisage, y localiser des programmes en comptabilité, en psychologie, en éducation, en travail social. Nous travaillons sur une hypothèse d'autour de 57 millions pour l'évaluation initiale. On sait qu'à mesure que ça avance, ça va bouger, mais on est dans ces eaux-là en termes de financement nécessaire pour réaliser le projet. C'est l'idée d'un campus où on peut enseigner, on peut faire de la recherche, où il y a des activités sportives, il y a des activités pour les étudiants et éventuellement des résidences. Donc, un milieu de vie qui pourra évoluer sur 10, 20 et 30 ans. C'est pour ça que la décision de la Ville de Terrebonne d'acquérir le terrain pour le protéger pour l'université est extrêmement importante parce que ça nous permettra, à mesure que les besoins augmentent, de pouvoir voir grandir ce campus-là. Donc, c'est une magnifique nouvelle pour l'ensemble de Lanaudière. On a déjà beaucoup de professeurs qui demeurent dans la région. On a déjà des professeurs sur place qui enseignent dans le campus de l'Assomption, de Joliette, de Terrebonne. On a un petit campus à Terrebonne dès maintenant et on a des professeurs qui sont localisés ici. Donc, non, pour nous, c'est pas un enjeu de trouver les professeurs, c'est de trouver les bonnes personnes. L'UQTR estime qu'il pourrait accueillir autour de 1000 étudiants, puis au départ, et jusqu'à 1200, 1500 étudiants à terme. Puis il faut rappeler que l'UQTR a choisi Terrebonne parmi 5 projets qui découlent d'un appel d'intérêt fait aux villes de la région par le Centre régional universitaire de Lanaudière. Puis j'ai aussi parlé avec Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, et Pascal Desrier, ministre responsable de la région de Lanaudière, afin de savoir ce que ça représente pour la région, ce quartier-là. On peut aller les écouter.
C'est certain qu'un quartier universitaire, ça crée du dynamisme. Il va y avoir des logements étudiants. Il va y avoir évidemment donc du maillage qui va être fait avec des industries, des entreprises, des services publics qui sont en lien avec les cartes de programme qui seront données à l'intérieur du campus. On a également donc l'idée d'avoir des institutions dans la croisée urbaine. Pour l'instant, il y a beaucoup de tours à condos, mais là, on veut avoir une meilleure mixité. Donc, il y aura moyen de bonifier donc certaines lignes de transport collectif dans le secteur de la croisée urbaine lorsque l'université sera implantée pour faciliter donc la circulation. Il faut rappeler aussi qu'on a déjà le train de l'Est qui est présent. Ça paraît un peu anodin, mais les étudiants de Mascouche, de Saint-Roch-la-Chigan, de Saint-Lin, Laurentide, Saint-Esprit pourront venir à la gare de Mascouche, débarquer à la gare de Terrebonne pour venir à l'université directement. Donc, on est dans un rayon de quelques centaines de mètres de distance qui est tout à fait donc jouable. Alors là-dessus, il y aura différents moyens qui seront mis à contribution pour valoriser l'accessibilité. Pour avoir fait 1h30 de transport aller, 1h30 de transport de retour pour l'Université du Québec à Montréal, je sais que certains vont à l'UDM, d'autres à McGill, à Concordia. Je pense que ces 3 heures-là par jour que ça nous prend pour aller à nos cours peuvent emmener les jeunes à avoir une meilleure conciliation études-travail, études-famille, aussi permettre d'avoir davantage de temps pour se consacrer à leurs études, sur leur réussite académique, sur donc leurs travaux scolaires. Ça paraît anodin, mais 3 heures par jour à la fin de l'année, c'est des semaines complètes qui sont mises dans des va-et-vient qui vont pouvoir être investis pour une meilleure qualité de vie. C'est ce que je souhaite aux jeunes Terrebonniens et aux jeunes Terrebonniennes. Donc, on essaye de déployer des formations qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans le Nord ou probablement dans le Sud, dans d'autres endroits, parce que justement, on ne veut pas que tout le monde se pile sur les pieds puis qu'on fasse évidemment trop de programmes dans la même région. Fait qu'on essaye de déployer des programmes qui répondent vraiment à des besoins précis. Éventuellement, il va y avoir un maillage à faire avec les entreprises de chez nous, que ce soit avec le CIS. Donc, le CIS est là aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est parce que justement, on va déployer des formations qui vont répondre à des besoins de main-d'œuvre que le CIS a. Donc, d'être à proximité de l'hôpital et du CIS, je pense que ça va nous servir. Puis, il y aura éventuellement des stages comme il y en a partout à travers le Québec quand on déploie ce genre de formation. Mais c'est ce maillage qu'il va falloir faire, non seulement dans les services publics, mais aussi dans les services privés. Donc, avec le milieu des affaires, éventuellement, il y a des secteurs stratégiques. C'est important dans cette région-ci, puis c'est encore plus important parce qu'on le sait que le taux de diplomation est un taux de diplomation qui est encore faible, qui est encore en deçà de la moyenne québécoise. Donc, pour nous, il faut faire ces efforts-là. C'est un engagement qu'on s'est donné aussi en 2022 de bonifier l'offre universitaire dans la région, tant au nord qu'au sud. Merci beaucoup, Naila, pour ce topo et on se retrouve jeudi. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.